Retour sur le grand oral d'Emmanuel Macron hier soir depuis le palais de l'Élysée. Le président était attendu par les Français pour donner des réponses à la crise des Gilets jaunes dans la dynamique du grand débat national. C'était pour le chef de l'État une occasion d'exposer la manière dont il envisage la suite de son quinquennat à un mois du scrutin des européennes. Pour analyser quelques annonces d'Emmanuel Macron, le grand invité de la matinale jusqu'à 8h25 est Romain Slitine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, maître de conférences à Sciences Po Paris, spécialiste des innovations économiques et démocratiques en France et à l'international. Vous êtes membre du collectif des Gilets citoyens. Parmi vos ouvrages, je voudrais citer Le coup d'État citoyen, publié aux éditions La Découverte. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment, Romain Slitine, qu'Emmanuel Macron a entendu les Français tels qu'ils se sont exprimés à l'occasion des Gilets jaunes, mais aussi bien sûr du grand débat national, sachant que selon un sondage commandé par Le Figaro à l'agence Harris Interactive, seuls 30% des personnes interrogées ont jugé Emmanuel Macron convaincant. C'est pas beaucoup, je ne connaissais pas ce sondage. Mais moi, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est quel est le lien entre ce grand débat qui a duré 2 mois, qui a mobilisé des moyens importants, et les annonces du président de la République. On a l'impression que le président de la République a un peu picoré ce qu'il souhaitait et finalement repris des annonces qui allaient dans le sens de sa politique, de sa vision, et s'est très peu penché sur des remontées pendant le grand débat qui étaient assez fortes sur le retour de l'ISF qui était très très haut dans les demandes, sur le référendum d'initiative citoyenne, sur le vote blanc et d'autres qui finalement auraient pu montrer qu'il entend pour partie la parole qui s'est exprimée fortement. Pour moi, le risque, c'est vraiment dans la démocratie, c'est de le cause toujours, c'est-à-dire dire exprimez-vous et puis finalement je choisis ce que je décide. Parce que oui, il a commencé par là finalement, Emmanuel Macron. Je vous ai entendu, j'ai entendu la souffrance des Français, mais pas d'annonces retenues telles qu'elles ont été exprimées par les Gilets jaunes. Je voudrais revenir justement sur ce référendum d'initiative citoyenne qui n'a pas été retenu par Emmanuel Macron. En revanche, il propose de renforcer le référendum d'initiative partagée. Tout à fait. Alors, qu'en pensez-vous ? Alors, c'est une première étape. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée qui a été créé par Nicolas Sarkozy était impossible à mettre en œuvre. D'ailleurs, pendant toutes ces années, depuis 2008, il a été mis en œuvre mis en œuvre une seule fois, et c'est pas allé jusqu'au bout, c'était pour contester la privatisation d'Aéroports de Paris. Mais c'est un mécanisme beaucoup trop complexe. Oui, là, il abaisse le seuil. Alors, première chose, il abaisse le seuil de 4,5 millions à 1 million, et autre point important, le passage par l'Assemblée nationale ou le Parlement n'est plus un prérequis pour pouvoir lancer la pétition. Donc on va voir ensuite dans les modalités concrètes, est-ce que réellement on va pouvoir l'utiliser. Sur la non prise en compte du vote blanc, pour vous, c'est quoi? C'est une occasion manquée? En tout cas, c'est vrai que l'écarter comme ça d'un revers de main, ça pose question. Je pense que autant il ouvre des chantiers, il aurait pu ouvrir des chantiers plus ambitieux sur ces questions-là et sur les questions démocratiques en général, et surtout sur les questions écologique et environnementale. Alors pourtant, il va organiser un conseil, notamment sur cette question de la transition écologique, une convention de citoyens. Ça, j'imagine que ça va dans le bon sens selon vous? Alors, il y a 2 choses, puisque pour rester sur la question écologique, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'annonce et on a tout reporté sur ce mécanisme de la convention citoyenne. Là-dessus, c'est une demande que nous avions faite, les Gilets citoyens, d'avoir une assemblée citoyenne tirée au sort qui aurait pour mission de travailler sur les grandes transitions, dont la grande transition écologique. Donc ça peut être une bonne chose. Après, n'oublions pas que le diable se cache dans les détails. Aujourd'hui, ce qu'il a annoncé, le président de la République, c'était une convention citoyenne de 250 personnes tirées au sort pour travailler sur des mesures significatives pour la planète. Bon, on va voir. Et surtout, il s'est engagé à prendre en compte les résultats de cette convention citoyenne, et c'est là-dessus qu'il va être attendu, et c'est là-dessus qu'il faut préciser véritablement les choses pour pas refaire le grand débat où exprimez-vous et puis derrière je ne dévie pas de ma ligne. Donc là, on va être extrêmement vigilant sur à la fois la méthode pour cette convention citoyenne, le mandat qui est donné et le respect de la parole de cette convention citoyenne qui va travailler sur un sujet d'avenir majeur
pour la planète et qui, j'espère, va faire des propositions ambitieuses et beaucoup plus ambitieuses que celles qui sont aujourd'hui proposées par le président de la République. C'est vraiment l'enjeu et c'est là-dessus que nous, on parie. Alors que dire aussi de la réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental? Le président Macron a annoncé que, là encore, des citoyens tirés au sort devraient composer cette assemblée réformée. Là encore, on est dans le sillage d'une participation citoyenne accrue? Oui, mais c'est flou et très honnêtement, j'ai pas très bien compris la différence entre la Convention citoyenne et cette réforme du Conseil économique, social et environnemental. À un moment, le président de la République a pu laisser entendre que c'était la même chose et que finalement il y aurait une première étape qui serait cette Convention citoyenne qui travaillerait sur les questions écologiques. À un autre moment, il a dit que c'est deux choses différentes. Mais si, en tout cas, il y aura une réforme du Conseil économique, social et environnemental, mais très honnêtement, c'est bien de changer la composition du CESE, mais si c'est pour lui laisser les mêmes pouvoirs qui sont honnêtement très très faibles, puisqu'il a un pouvoir de consultation avec des rapports de temps en temps qui sont écrits, très peu lus, qui sont parfois de bonne facture et très intéressants. Mais si on veut faire peser plus de poids aux citoyens dans notre démocratie, il faut réformer, y compris les pouvoirs de cette troisième chambre. En tout cas, l'état d'esprit d'Emmanuel Macron et j'allais dire sa conviction profonde, on l'a entendu, il croit aux élus. Il croit un peu moins à la participation citoyenne, non? Clairement. Très clairement. C'est-à-dire que là, on était dans des concessions qu'il a faites. Cette proposition de convention citoyenne, très clairement, elle a été reprise d'un certain nombre d'acteurs, dont nous, et de mouvements qui ont poussé pour plus de participation citoyenne. Mais sur ces deux sujets, que sont la transition écologique et la transition démocratique, on sent qu'il est moins convaincu personnellement et qu'il porte moins ces sujets. L'avenir dira si il peut évoluer, changer d'avis, mais c'est quand même deux sujets majeurs qui se sont exprimés fortement par l'ensemble des citoyens ces derniers mois. Alors on le sait, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est né pour notamment demander plus de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on peut espérer sur cette question suite à l'allocution et aux mesures annoncées par le président Macron, Romain Slitine? Alors là-dessus, il y a eu des propositions sur les retraites, en particulier les petites retraites, sur l'indexation également des retraites, sur les baisses d'impôts qui touchent plus de monde potentiellement, et en particulier les classes moyennes. Donc tout ça devrait se traduire sur le revenu des Français. Après, encore une fois, comment va-t-il faire? À quel niveau? Comment va-t-il faire? Et le financement de ces mesures n'a pas été précis, n'a pas été clair. Et du coup, derrière ces effets d'annonce, qu'est-ce qu'il va être réellement mis en œuvre? Pour l'instant, c'est flou. C'est un peu le sentiment qui reste, c'est-à-dire qu'il y a des mesures, il faut aussi rendre justice à des mesures qui semblent de bon sens et qui ont été annoncées et qui sont assez concrètes, comme le dédoublement des classes. Et ça construit l'avenir, comme la garantie des pensions pour les mères seules, qui paraît une mesure aussi importante. Il a beaucoup insisté sur ces familles monoparentales. Oui, parce que c'est aussi le symbole de certains gilets jaunes qui se sont beaucoup exprimés, et donc c'est aussi une façon d'y répondre directement. Donc c'est assez intelligent politiquement. Et puis la troisième mesure qui va aussi dans le bon sens, selon moi, c'est le gel de la fermeture des hôpitaux et des écoles. Oui. Donc ça, c'est des mesures assez concrètes. Mais après, sur le pouvoir d'achat, pour revenir à votre question, globalement, il y a des annonces, mais ça reste quand même assez flou, et le gouvernement d'Édouard Philippe va avoir à les traduire en actes, et ça va pas être tellement évident, et voilà. Alors il a aussi pas mal parlé de la réforme de l'administration et notamment de la haute fonction publique. Pourtant, dans son discours, en tout cas dans son allocution avant la réponse aux questions des journalistes, il n'a pas très clairement parlé de la suppression de l'ENA. En tout cas, il ne l'a pas évoqué clairement. Non, il l'a pas évoqué clairement dans son allocution. Après, il l'a dit pendant la réponse à un des journalistes. Je pense que c'était volontaire. Je pense que c'était une façon de l'annoncer. Il savait très bien que la question allait venir. Donc là, elle est annoncée, mais là aussi, moi, j'ai pas très bien compris. Finalement, on va garder les locaux, on va garder le personnel, bon, bien, heureusement pour eux, et on va garder une école qui va former les hauts fonctionnaires. Donc bon, voilà, j'ai pas très bien compris. Peut-être qu'elle va être supprimée. On va peut-être
peut-être changer le nom, ou ça va être une réforme plus importante à suivre. Je voudrais revenir sur l'une des revendications des Gilets jaunes, à savoir le maintien des services publics de proximité. Il semble que le chef de l'État soit allé dans ce sens-là, puisqu'il a évoqué justement, vous le disiez à l'instant, le gel de certaines fermetures concernant les services publics. Là encore, est-ce qu'il vous a paru convaincant, le chef de l'État? Est-ce qu'il a donné suffisamment de garanties pour justement éviter de transformer nos zones rurales, notamment en désert? Alors ces fameuses maisons des services publics dont il a donné un nouveau nom, qui existent déjà, le problème c'est que elles sont sous-financées très souvent, c'est-à-dire que l'État ne donne pas les moyens suffisants pour les faire fonctionner de manière correcte. Donc là, l'enjeu c'est bien sûr de les déployer, de les développer, donc c'est des formes de guichets uniques. Voilà, donc c'est une mesure qui n'est pas révolutionnaire, mais qui est concrète et qui peut être utile. Mais derrière, il faut assurer des financement, et là aussi ça coûte, et comment on les finance. C'est pas que en demandant aux Français de travailler plus, qui est d'ailleurs une fake news, on va peut-être y revenir, la fake news c'est que les Français travailleraient peu par rapport au reste des Européens, et ce n'est pas en demandant uniquement cela ou en s'attaquant à quelques niches fiscales qui sont que celles des entreprises et pas celles des particuliers que l'on va financer ces projets-là. Revenons justement sur cette observation. Est-ce que justement on pourrait dire que, parce que c'est vrai que ça peut nous faire penser à Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron, à travers les annonces qu'il a faites hier, se droitit, c'est-à-dire la suite du quinquennat d'Emmanuel Macron, ce sera un quinquennat clairement marqué à droite sur le plan économique? En tout cas, globalement, la tonalité de son allocution est marquée à droite. Donc là, le déploiement par Alain Philippe, Édouard Philippe va être assez facile. Donc ça, c'est pour répondre à votre question. Oui, et juste quand même, n'oublions pas, parce que j'étais étonné quand il a annoncé que les Français travaillaient moins que les Européens. Il y a eu une étude du ministère du Travail de 2019 qui précise que la France est la 3e position en Europe pour le temps de travail et la première en termes de productivité. Donc voilà, donc là c'était quand même une fake news et il ne faut pas faire tout reposer sur l'augmentation du temps de travail. Romain Slitine, est-ce qu'à votre avis, les annonces qui ont été faites par le président de la République auront un impact positifs, ou en tout cas vont peut-être ressusciter l'intérêt des Français dans la perspective des Européennes, ou non, il n'y a pas de lien entre l'allocution du président et puis peut-être un intérêt renouvelé pour ce scrutin? On a quand même assez peu parlé d'Europe, je ne vois pas tellement le lien. Je pense que vraiment les enjeux dans les prochains mois, déjà il va y avoir les européennes qui est un enjeu plus concret, et ensuite c'est tous les mécanismes démocratiques. Nous on va être particulièrement vigilants sur tous les mécanismes démocratiques qui a annoncé au niveau national et au niveau local, avec en particulier le droit de pétition locale qui est une forme de droit d'interpellation des élus et la possibilité des citoyens de proposer au niveau local des projets, des propositions, des décisions. C'est dans cette mise en œuvre que nous, on pense qu'on peut revivifier notre démocratie et qui peut intéresser les citoyens. Et justement, est-ce que, peut-être au-delà de l'allocution du président de la République, mais aussi dans cette dynamique-là, est-ce que le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national auront incité les Français à davantage prendre leurs responsabilités de citoyens, selon vous? Moi, je pense que c'est un enjeu. Là, le président de la République l'a dit, c'est qu'il faut que chacun fasse sa part. Et ça, c'est vrai, on ne peut plus tout attendre de l'État. Ce n'est pas souhaitable. Je pense qu'aujourd'hui, la société est vivante, dynamique, propose plein de solutions, propose plein d'idées. Il faut réactiver l'intelligence citoyenne, il faut réactiver les innovations sociales et démocratiques. Il a peu parlé, ou pas du tout, même parlé d'économie sociale et solidaire. Vous en parlez souvent sur votre antenne. On en parle de plus en plus. Il y a des initiatives faites par les citoyens dans le cadre d'entreprises sociales, dans le cadre de mouvements associatifs qui proposent des solutions et qui permettent de lutter contre le chômage, de créer de l'emploi, de lutter contre la fracture numérique, pour la transition énergétique, pour la production d'énergie renouvelable. Et il y a énormément d'initiatives qui ont
une part de la solution et que l'État devrait encourager plutôt que de vouloir tout faire lui-même. Alors il nous reste moins d'une minute, Romain Slitine. J'aimerais juste évoquer ce qu'a dit le chef de l'État concernant le plein emploi. Il veut atteindre cet objectif en 2025. Vous pensez que c'est réaliste ? Alors c'est réaliste au sens où le sous-emploi est une anomalie et que peut être corrigé par des politiques volontaristes fortes. Le taux de chômage en France reste plus élevé qu'ailleurs dans d'autres pays européens en particulier. Donc oui, c'est atteignable, mais il faut encore se donner les moyens politiques et économiques d'y arriver. Merci beaucoup Romain Slitine d'avoir été le grand invité de la rédaction de RCF ce matin. Je renvoie à la lecture de ce livre dont vous êtes le co-auteur, Le coup d'État citoyen, publié aux éditions La Découverte sur RCF. Il est 8h25 à suivre le Saint du jour présenté par Bénédicte Draillard.